Il y a, dans l'histoire du cinéma, des œuvres qui naissent d'un élan artistique pur, et d'autres qui surgissent d'un moment de crise. Des films qui ne sont pas seulement pensés pour divertir, mais pour répondre à une urgence historique, économique, et parfois même géopolitique. Ça s'est passé un 6 février 1943. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yernaud, sur DLRP. Carnival in Rio. Out of these spectacular scenes, the gay, colorful rhythms of Brazil at Mardi Gras time, the pulse-pounding sweep of the Pampas, the exotic beauty of Peru, Argentina, Brazil. Out of the romantic laughter of dashing gauchos and carefree dancers comes the inspiration for Walt Disney's glorious new musical feature, Saludos Amigos. Bonjour Corinne. Et dans un contexte troublé, un créateur emblématique s'apprête à entreprendre un voyage inattendu. Non pas pour chercher un conte de fées, ni une nouvelle princesse, mais pour rencontrer un continent entier. Et ce voyage donnera naissance à un film singulier dans l'univers Disney. Bonjour Nicolas, 6 février 1943, c'est la sortie de Saludos Amigos, un film singulier certes, parce qu'il ne ressemble à rien de ce que le studio avait produit jusque-là. Quand on pense à Disney au début des années 40, on pense encore à la révolution artistique que fut Blanche-Neige et les Sept Nains, à l'ambition visuelle de Pinocchio, à la poésie de Fantasia, des œuvres longues, coûteuses, pensées comme des sommets du cinéma d'animation. Et soudain arrive Saludos Amigos, beaucoup plus court, construit en segments, mêlant images documentaires, musique traditionnelle et animation. À première vue, on pourrait croire à une œuvre mineure. En réalité, c'est un film profondément lié à l'histoire mondiale. Alors, l'histoire mondiale à l'époque, c'est le conflit qui sévit en Europe, la montée du nazisme, bref, la Seconde Guerre mondiale. C'est cela. Au début des années 40, le monde est plongé dans cette guerre mondiale. L'Europe est ravagée avec, entre autres, comme conséquence, les marchés internationaux du cinéma américain qui s'effondrent. Les studios hollywoodiens doivent se réinventer s'ils veulent survivre. De plus, au tournant des années 40, Walt Disney sort de plusieurs paris artistiques extrêmement coûteux. Pinocchio et Fantasia sont aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre, mais à leur sortie, ils rapportent peu, notamment parce que la guerre ferme les marchés européens. Le studio doit donc faire face à des difficultés financières importantes, doublées d'une grève interne en 1941, dans un contexte d'incertitude économique lié à ce conflit mondial. Autrement dit, Disney doit trouver une nouvelle voie pour continuer. Et cette fameuse voie, elle va passer par la politique. Exactement. À cette époque, le gouvernement américain cherche à renforcer ses relations avec l'Amérique latine. C'est la fameuse politique de bon voisinage portée par le président Franklin Roosevelt. L'objectif est stratégique. Éviter que certains pays d'Amérique du Sud ne basculent dans l'influence des puissances de l'Axe, en développant des liens culturels, économiques et symboliques avec le régime nazi. Cette politique de bon voisinage passe par une diplomatie culturelle, dans laquelle Hollywood devient un outil essentiel. Alors Disney, jusque-là, il est enfermé dans son studio et il va donc se transformer en un émissaire. Exactement. En 1941, il est invité à entreprendre un voyage officiel en Amérique du Sud, accompagné d'une équipe d'artistes et d'animateurs. Un déplacement financé en partie par le gouvernement américain. Le fait que Walt y participe est loin d'être anodin. Cela montre bien que l'animation est perçue comme un instrument d'influence internationale. Et concrètement, à quoi va ressembler ce voyage ? C'est une véritable expédition artistique. L'équipe traverse le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou. Elle observe les paysages, les traditions, les musiques, les costumes. Les artistes remplissent des carnets de croquis, enregistrent des sons, collectionnent des impressions, mais surtout, ils rencontrent les populations locales qui accueillent Disney comme une célébrité mondiale. Ces personnages sont déjà connus et tout son imaginaire circule déjà. Il devient presque malgré lui un symbole d'amitié entre les Amériques. Et c'est donc de ce voyage que naît Saludos Amigos. Oui, et sa forme est essentielle. Plutôt qu'un long récit continu, Disney choisit une structure en plusieurs segments, chacun inspiré d'un pays visité. On y voit d'abord les artistes en train de voyager, de dessiner, puis ces dessins prennent vie en animation. C'est un mélange de documentaire et de fiction animée, presque un carnet de voyage filmé. Finalement, on part sur une forme assez inédite et moderne. Très
très moderne et surtout très différente du modèle du long métrage d'animation classique. Cette hybridation traduit une contrainte économique, produire plus vite, moins cher, mais aussi une intention politique, montrer la réalité culturelle de l'Amérique latine tout en la transformant en un spectacle accessible au public américain. Bon, et pour cela, si nous parlions un petit peu des personnages, si tu veux bien. On retrouve d'abord Donald Duck, figure déjà très populaire et que l'on a envoyé symboliquement à la découverte de nouvelles cultures. Il explore le lac Titicaca, devient gaucho en Argentine. C'est une manière douce de mettre en scène la rencontre entre les États-Unis et l'Amérique latine. Un personnage américain, mais qui apprend, découvre et s'émerveille. Mais ce n'est pas tout, il rencontre un personnage haut en couleur qui est une création majeure. Oui, c'est José Carioca, un perroquet brésilien élégant, danseur de samba, l'incarnation joyeuse de la culture brésilienne. Son rôle est fondamental. Il n'est pas un simple personnage exotique, mais un guide, presque un égal de Donald. Cette égalité, c'est une représentation symbolique de l'amitié entre les nations. Et dans ce contexte particulier, la question se pose forcément, est-ce un film de propagande ? J'ai envie de répondre oui et non. Oui, parce qu'il s'inscrit clairement dans une stratégie politique américaine, mais non, parce que Disney choisit la célébration plutôt qu'une forme de domination. Le film valorise les cultures locales, leur musique, leurs paysages. On est dans une diplomatie de l'émotion et pas dans un discours idéologique frontal. Oui, en quelque sorte, une propagande par la joie. On dira plutôt ça, et c'est ce qui rend le film historiquement fascinant et curieux. Et au-delà de la politique, l'aspect artistique est aussi à noter. Il est même crucial. Saludos Amigos marque l'entrée du studio dans une période expérimentale, celle des films segmentés, des budgets réduits et du mélange des techniques. Cette phase conduira directement aux Trois Caballeros, qui sera encore plus audacieux visuellement. On y verra des combinaisons inédites d'animation, de prises de vue réelles, qui sont presque surréalistes. Comme si la contrainte avait libéré la créativité, comme c'est souvent le cas dans l'histoire de l'art. Alors, il s'agissait d'une période de difficulté pour les studios Disney. Est-ce que ce film va sauver Disney ? Tout à fait. Coût réduit, sortie stratégique en Amérique latine, soutien gouvernemental. Sans être un triomphe colossal, Saludos Amigos permettra à Disney de rester à flot pendant la guerre. C'est un film de transition, certes, mais une transition vitale. Et avec le recul, on pourrait presque dire qu'il est aujourd'hui un témoignage. Le témoignage d'un moment où l'animation devient un langage diplomatique, où un studio en difficulté trouve dans le monde réel une nouvelle source d'inspiration, où l'art sert à rapprocher plutôt qu'à diviser. Un film modeste, mais essentiel, parce qu'il raconte autant la guerre que l'espoir, autant la politique que la poésie, et parce qu'il montre qu'un simple dessin animé peut parfois participer à l'histoire du monde. Comme quoi, certains films ne se contentent pas d'être vus, ils relient les peuples. Merci Corinne pour ce voyage artistique, politique, humain, un voyage derrière les couleurs et les chansons, un voyage qui a transformé un studio et peut-être aussi le regard d'un continent en entier en laissant une trace dans l'histoire. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 6 février 1943. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.